Bonsoir à toutes et à tous, on redresse un petit peu l'écran et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live, tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes impatients. Il y a peut-être des choses qui vont changer, il y a peut-être pas, on va voir. Est-ce que Emergency Ban, après X années de refoulement et tout, est-ce qu'il va y avoir un Emergency Ban ce soir? On va le savoir. Je regarde vite fait, hello à tous, en tout cas merci d'être là ce soir, on est à 250. Il a été mieux sur d'autres fois, hein, comme quoi. Du coup, ce soir, on va arrêter avec l'annonce du comité, qui, je le rappelle, va sans doute influencer la CDF donc, de Châteauroux qui aura lieu mi-juillet, pour rappel. Gros tournoi. Il y a également la MagicCon fin juin. Donc voilà, ça peut bouger des choses. Du coup, voilà, je fais les petits liens. Du coup, vous avez exclamation comité à tout moment de la soirée, comme ça, vous avez accès à leur Discord et au site web, sachant que c'est là où va tomber les infos sans doute incessamment sous peu. Et vous avez également le YouTube de la chaîne, on retransmettra dès mercredi là, qui vient, on retransmet dès mercredi le replay. Vous avez le lien Discord qui vous permet de nous poser des questions. Donc comme ça c'est bien, ça reste, ça part pas dans le chat du live. Donc mettez ça dans les questions du Discord et comme ça on les propose au comité au fur et à mesure de la soirée. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Voilà, si vous avez envie de nous soutenir, hein, tant qu'à faire, on en est là. On a l'assaut, donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Ça fait plaisir. Si vous souhaitez pas envie de nous soutenir, mais pas soutenir Twitch, bah, vous pouvez soutenir l'assaut de cette manière. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet d'avoir du matos pour aller sur des events en live. Vous nous avez vu d'ailleurs sur le CR Île-de-France. On était sur le Demonic Tournament Commander début mars, si je dis pas de bêtises. On va être à Tours dans une semaine. On est à Tours dans une semaine pour filmer. Je vous avoue, j'ai un gros doute sur ce que c'est. Je crois que c'est le CR. Je suis pas au fait, je suis pas sur place cette fois-ci, mais voilà. On va faire celui-là et normalement on va être également. On n'est pas sur place, mais on va le streamer à distance et on fera aussi un autre CR courant du mois de juin. Voilà. Donc petit message également aux orgas qui voudraient avoir les chroniques du commandeur comme équipe de tournage, je vais appeler ça comme ça, pour faire du cast. N'hésitez pas, il faut juste nous prévenir un peu à l'avance et pas 2 semaines avant, ce serait très gentil parce que du coup on a beaucoup de gens qui peuvent ou qui ne peuvent pas poser des jours, donc c'est un peu une machine à ce niveau là. C'est pas l'envie qui manque, c'est les dispos. C'était la petite promo, je me suis permis de la faire et puis voilà. Et puis sur ce, on va pouvoir rejoindre les invités que je sais que vous attendez tous évidemment. Et du coup, nous sommes avec Moondust, Florian et Dimir. Bonsoir à vous trois. Ça, très bien. J'ai cru que personne n'entendait. Moondust, Florian, alors du coup, j'ai ouï dire de ta part à l'instant que donc l'annonce est tombée, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous me confirmez, Moondust et Florian? En effet, 20h07, ça doit faire quelques minutes que tout est visible sur le site pour le coup. Où du coup, nous voyons que Eris, Roar of the Storm est banni en tant que commandeur seulement. Vous pouvez encore le jouer dans votre 99 si vous y avez envie. Le reste ne change pas, sauf... Et donc du coup toutes les attractions et tous les stickers sont bannis. Et bah écoutez, voilà, déçu. J'avais presque toutes les attractions en foil, je suis déçu. On va faire tout de suite un petit sondage, hein, si ça vous va. Et pendant ce temps-là, je vous propose qu'on vous explique vos choix. Vous voulez commencer par quoi, Moondust, Florian? Eris, du coup, alors déjà, je tiens à préciser, effectivement, on est banni que en command zone. On manquait un petit peu de données pour voir s'il fallait étendre le ban un peu plus. Il y a moins de risques, évidemment, dans le deck. On se réserve quand même la possibilité d'intervenir plus tard en fonction du recul qu'on peut avoir sur la carte. C'est une carte ressortie relativement récemment avec une mécanique assez particulière. Donc là, j'interviens juste pour la partie deck et pour la partie command zone. Bon, c'est un classique, hein, c'est-à-dire un général qui va tricher avec la tasse de commandement, qui demande des interactions assez particulières, qui rebuild facilement, qui joue peu de mauvaises cartes et surtout qui a explosé les stats hein, avec un plus de 15% en moins de 6 semaines. Donc une très grosse percée dans le metagame. Même si ça s'est un petit peu diminué récemment, mais voilà. C'est un peu l'exclusif classique qu'on observe pour des généraux qui sont pas faits pour notre format et qui malheureusement des fois cassent un peu le metagame établi. Tu veux rajouter des trucs, Florian? À cela s'ajoute peut-être un retour assez unanime de la part de tous les consultants étrangers où Eris a plutôt bien fonctionné dans la majorité des communautés internationales. Et à partir de là, le bilan global fut véritablement unanime donc, pour sortir cette carte du format.
les possibilités d'interaction avec nécessitaient des cartes assez spécifiques, notamment les cartes contre le cimetière, mais des cartes qui avaient des effets plutôt larges, des cartes comme Scavenging Ooze, des cartes très... Comment dire, qui demandaient du mana, et sur le long terme, des cartes des Silver Bullets ne fonctionnaient pas toujours. Ça passait par des cartes donc comme des Nihil Spellbomb, des Airs qu'on pouvait retrouver dans des jeux qui n'avaient pas besoin initialement de ces cartes. C'est un format avec énormément de variance. Ça devient assez peu cohérent d'inclure ces cartes dans des jeux qui n'en ont pas véritablement besoin. Le format se prête assez peu au sideboard. De fait, il est très compliqué d'interagir avec Eris, et la conclusion a été de bannir cette carte en tant que général. J'avoue être ravi. Enfin, la carte s'est tout de suite établie comme étant vraiment un spoiler. À la fois, c'est une carte qui était un deck qui était à la fois résilient et toucher une pièce de hate n'était pas forcément suffisante. On se retrouvait avec des decks comme l'a dit Florian qui devaient paquer de la hate grave, ça diluait leur plan de jeu, et avec la variance qu'on rencontre dans le format, les match-ups ne devaient pas se résumer à est-ce que je vais avoir ma spellbomb T1 pour gagner peut-être 3 tours. Et encore, même comme ça, c'était pas faisable. Il y avait des lignes de play qui étaient très très fortes, avec un spell à 2 qui permettait d'aller chercher 3 cartes de flashback ou même intuition. Donc c'était dur à anticiper. Le recast faisait que le late game était complexe sans Headgrave. Non, en tout point, la carte est forte. Alors est-ce qu'elle est trop forte aussi dans du 99 cartes? Il est vrai que vu qu'on l'a vu que en command zone, c'est vachement dur de se projeter. Donc pour l'instant, moi je pense que c'est bien qu'elle reste dans les decks. Éventuellement, ce sera une belle pioche à avoir pour un deck un peu Spellslinger. Mais non, là pour l'instant, c'est très cohérent. Et surtout, après, il faut aussi voir, pour faire l'avocat du diable, ça proposait un gameplay un petit peu original par rapport à ce dont on a l'habitude en DC, qui s'appréhende un petit peu à ce à quoi peut ressembler Phoenix en pionnière. C'est ce qui a longtemps valu un totem d'immunité à Raffine, étant un deck Esper aggro. Mais là, pour Eris, vraiment, le bouchon un peu trop loin, donc on a choisi d'intervenir au plus tôt, sachant qu'en plus, on risque d'avoir un metagame relativement chamboulé avec les sorties à venir. Écoutez, je vous propose de passer à la deuxième carte. Donc il y avait les stickers et les attractions. Pourquoi ce choix? De ce côté-là, on a eu il y a quelques semaines en fait une annonce officielle de la part de Wizard qui a choisi d'exécuter cette même annonce, à vrai dire, de bannir toutes les cartes nécessitant stickers et attractions dans leur format officiel. Typiquement le Legacy, où on avait pu voir quelques-unes de ces cartes, que ça soit dans un premier temps les attractions dans des decks bug control, et puis actuellement ce petit gobelin qui fait plein de mana dans les jeux mono rouge. À cela s'est ajoutée la décision du comité Pauper, qui a presque instantanément suivi cette information de Wizard, qui a poursuivi dans la même direction, qui a fait une annonce et qui a évoqué aussi que ces cartes-là étaient bannies dans leur format. À partir de là, il nous a semblé assez légitime, assez intuitif de continuer aussi dans cette même direction, et de fait de suivre le pas et de bannir toutes ces cartes-là. À cela se rajoutent aussi quelques interactions qu'on a pu avoir dans le passé avec la team MTGO, qui a récemment ouvert un open play pour le Duel Commander, en tout cas pour tous les formats possibles. De fait, on peut jouer en Duel Commander dans la plateforme, et eux avaient affirmé un petit peu plus tôt, alors c'était peut-être du coup un infime indice de cette annonce, mais ils avaient annoncé qu'ils n'intégreraient pas cette carte à MTGO. Et de fait, ça nous permet de suivre pleinement et sans trop d'efforts la ligne de conduite de Wizard, pour plus de cohérence. C'était pas forcément des... Excuse-moi. Je voulais juste rajouter, c'est pas en plus forcément des mécaniques très élégantes. Donc même si effectivement les deux cartes qui étaient très jouées, c'était le gobelin et la 2-1, il y avait quand même une part d'aléatoire qui peut générer une part de frustration non maîtrisée. Il y a déjà beaucoup d'aléatoire dans les parties, c'est pas forcément d'adapter des mécaniques qui en rajoutent. Et oui, ça semble d'autant plus léger. Ça nous a d'autant plus poussé à nous aligner sur ce qui a été fait.
Donc c'est plus un choix structurel et d'harmonie avec ce qui a été proposé par Wizard, qui a d'ailleurs dans ce communiqué situé le Duel Commander, en précisant que les gens qui gèrent ce format alternatif prendront les décisions et ils peuvent pas les prendre à leur place. Moi, je pense que c'est une bonne chose de s'être aligné avec eux. Alors, je suis certain que les gens qui jouaient Underscore Goblin ou les stickers, il y avait des Rogac stickers qui étaient assez rigolo à voir, ou le Lifetime Pass Holder qui a créé des flips de game absolument mémorables. Ça sera des beaux souvenirs, mais je pense que les moments où les parties se jouent sur les lancers de dés et les flips de pièces, bon, c'est compliqué. Le Gobelin encore, il avait ce côté où on savait que c'était du fast mana. Ça va être une pièce qui va manquer au pack Gobelin, Muxus, Storm éventuellement. Mais Wizard a parlé, vous êtes harmonisé, je pense que c'est un bon choix. En plus que le gobelin qui prend removal et fait pas son mana, c'est absolument pas intuitif. C'est une interaction Oui, c'est peu vrai. connue et qui ne se produit que sur les stickers. Et ça fait un petit côté un peu feel bad, quoi. Enfin, reste peut-être une troisième partie à cette annonce. Ce sont les cartes qui ne sont pas dessus, qui amènent probablement des questions. On peut voir quelques retours. Moi, je pense aussi à ton sondage actuel où une grande partie des viewers nous invite à regarder la partie « Il manque des choses ». C'est vrai qu'en premier lieu, on peut penser à Politics Finger, par exemple. J'aimerais quand même mentionner quelques mots sur la période qu'on a vécue, nous, de notre côté, en interne, parce que les gens ne le voient pas forcément. Les 2 mois qui viennent de passer furent extrêmement intenses, avec des événements divers et variés, des interactions aussi diverses et variées. On n'a pas du tout chômé. Il s'est passé pas mal de choses. On peut pas forcément tout mentionner, mais il se passe des choses en interne, des choses pour la plus grande partie positives. Et c'est vrai que le fait de laisser cette carte de côté, c'est une décision qui fut aussi mûrement réfléchie dans une vision globale. Et une ligne de conduite extrêmement simple à ce sujet, ça a été la question qui fut posée aux communautés étrangères. Et de leur côté, le jeu se retrouve déjà assez peu joué en France, même si extrêmement résilient et extrêmement efficace, on va dire. Eux n'évoquent pas du tout le désir ou la possibilité de bannir ce général. Ils ne le ressentent pas de la même façon que nous. On aurait alors deux solutions s'offrent alors à nous. Enfin, se sont alors offerts à nous. C'était de considérer et de suivre une partie de nos avis en interne. C'est-à-dire que cette carte ou ce jeu est probablement trop puissant pour le format, ou en tout cas demande des réponses trop difficiles à mettre en œuvre. Ou alors l'autre option qui était possible, c'était de suivre simplement leurs avis et se concentrer sur les différents projets qui ont parcouru ces 2 mois-là. Et c'est la solution qu'on a choisi de retenir, même si on est tout à fait conscient du retour actuel et qu'il peut y avoir en France, par exemple. On a eu aussi je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais on a eu quelques spoilers MH3, je suis convaincu qu'on en parlera tout à l'heure. Ce jeu combo est un jeu qui peut peut-être permettre de mélanger un petit peu la méta sur la partie du mois de juin. On n'a pas de réponse parfaite. Je sais que ça va être une grande partie de la soirée de ce soir. On n'a pas de réponse parfaite. On est au courant des questions qui vont nous être posées. En tout cas, on les suppose dans notre bilan global, et c'est ce qu'on essaiera c'est ce qu'on essaiera de défendre ce soir. C'est ce qui nous semblait le plus raisonnable dans la globalité, notre énergie ayant été dépensée sur des sujets bien plus importants. Je vais commencer par une question et je te laisserai Dimir enchaîner par la suite avec une des tiennes. Je vais commencer avec une question de Wanso, qui est la première d'une longue liste me concernant, en tout cas, concernant la chaîne, et qui inclut du coup les nouveaux et les anciens généraux. Petite question donc de Wanso, c'est est-ce que c'est pertinent de laisser Baral banni avec Ralzarek désormais dispo, le nouveau Young Plexwalker qui va arriver, qui se flippe et qui est plus ou moins similaire, mais qui ajoute le rouge. Je prends l'initiative sur cette question. Allez. C'est peut-être extrêmement simple.
la question que tu nous poses, c'est pourquoi laisser Baral banni alors qu'une carte qui est très similaire ou peut-être plus forte qui est disponible. Là, on va très simplement répondre que la carte que tu évoques n'est pas disponible. De fait, la question initiale n'a pas de sens. Est-ce que tu vas répondre à ça, à toutes les questions qui ont rapport avec MH3? Non, mais en tout Non, cas, mais là, sur cette là, ligne c'est de une conduite, la comparaison n'a pas lieu C'est d'être. ça. Dans un temps futur, si on voit que Ral effectivement est tout à fait acceptable pour le format, ça peut nous permettre de nous positionner par rapport à Baral. Ça nous permet de faire un test and learn par rapport à ça. Mais oui, je rejoins tout à fait Florian. Aujourd'hui, la carte n'existe pas, donc on va pas bannir des cartes qui n'existent pas. Et ni faire des actions par rapport à des cartes qui n'existent pas. Si Ral wrap complètement le metagame et à 25%, on aura l'air malin d'avoir en plus des bannis Baral et de dire ah bah merde, on a fait de conneries quoi. La question qui aurait pu être posée, ça aurait été si Ral ne présente pas un danger dans la future méta, considérez-vous des manières Baral? Et dans un premier temps, on aurait mentionné que ce n'était pas la même carte, notamment dû à l'aspect loot de Baral sur les counterspells qui fait du quality advantage. Et à côté de ça, on aurait dit, pourquoi pas, oui. Mais en l'état, je pense que c'est une question qui sera plus pertinente. J'ai quelques questions qui cristalliseront beaucoup d'interrogations de la part du chat que j'ai collecté en amont auprès de certaines communautés ou certains joueurs. Donc vous avez déjà évoqué le cas de Stickfinger. Vos arguments, moi, je les ai entendus, je ne reviendrai pas dessus. Ça, à défaut de parler de Stickfinger comme carte problématique, le Stickfinger il fait peur notamment à cause d'un dragon qui est dans le deck. Donc le Brood Horde qui permet de lancer une combo avec la carte Soinalf. Peut-être que si on veut laisser ce deck un peu combo réanimateur vivre, on peut discuter d'une de ces deux cartes. Vous les avez pas abordées ce soir et donc, ça faisait pas partie des questions préalables que je vous ai présentées, donc je vais pas rebondir dessus. Je voudrais parler d'un autre deck qui a une capacité très puissante, qui fait très bien le sous-marin, mais qui fait toujours des résultats. C'est Lightpaw, le général mono blanc, qui a sans doute l'une des capacités de Magic les plus fortes écrites sur une créature, qui consiste littéralement à aller chercher une aura pour une aura. C'est un deck qui gagne lentement des armes. Il y a quand même des défauts, mais il a ce goût assez amer de proposer à certains styles de jeu de ne pas pouvoir trop répondre ni rien faire. Donc je veux juste en parler. Oui, je parle. Voilà, il y a pas de. C'est juste. C'est un retour d'une communauté de joueurs qui m'a demandé de parler de Lightpaw. Je précise que c'est pas un engagement personnel. Je me fais juste porte-parole. Alors du coup, Lightpaw, pour répondre un peu plus, effectivement, a vu son total de perf, il me semble, doubler. On a à peu près ça depuis le ban de Raffine. Mais même avec un deck qui a doublé son total de perf, on reste à 1% du metagame. Ce qui est relativement faible. Je peux comprendre la frustration. Lightpaw, c'est un deck contre lequel il peut être compliqué d'interagir. Il est très forte contre certaines couleurs et très faible contre d'autres. Par exemple, très faible contre le removal blanc, pour ne citer que. Cela dit, on peut pas bannir un deck qui est à 1% du metagame, aussi frustrant soit-il. Ça gagne des armes, certes, mais ça reste attaquable, ça reste envisageable de faire d'interagir contre. Et aussi, ouais, j'insiste, c'est 1%. Donc sa polarisation en fait n'est pas réellement un problème puisque son taux de présence est faible. Et son taux de présence est faible et surtout c'est un deck apparenté combo et ces decks sont relativement peu présents en DC. Si ça avait été un énième deck aggro comme on en a tout le tour du ventre, peut-être que ça serait frustrant, peut-être que ça aurait été envisageable, peut-être que voilà, il y a aussi, enfin pour ma part en tout cas, un biais à ce niveau-là. Ok, dans ce cas-là, j'espère que ça apporte des réponses aux gens qui m'avaient demandé de parler de ça ce soir. Je vais parler des cartes dans le deck. Peut-être que Flo, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon. C'est vrai qu'en postulat de départ, tu as mentionné ne pas trop vouloir évoquer Old Stickfinger, parce j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense que ça intéresserait vraiment les viewers pour le coup. De loin, ça nous semble être le sujet de discussion le plus complexe à aborder. De par le prisme franco-français, mais voilà, qu'on y revienne peut-être pour plus tard. Je me dis que c'est un peu la part du lion, ça et la MH3. Mais ouais, ok. Sinon, on peut basculer tout de suite sur Stickfinger. Vraiment comme tu veux, je veux pas. Non, mais pas de souci. Donc Stickfinger, est-ce que c'est Stickfinger le problème? Est-ce que c'est Soinalf? Ou est-ce que c'est le dragon? Pour résumer la combo de Stickfinger, donc c'est une combo qui est sensible au Gravate, est sensible à certains removals, et est sensible à certains effets de taxe, on va dire type Talia.
considérablement les ralentir. C'est intéressant d'avoir une combo où il y a plusieurs angles d'attaque, même si évidemment tous les removals ne marchent pas, ce serait beaucoup trop facile, la combo serait beaucoup trop simple si le dragon meurait sur Lightning Bolt. Avoir un effet type Entombe qui est une carte bannie en command zone, triche avec l'aspect singleton du format. En fait, les combos ont le droit d'avoir beaucoup de tutors, du fast mana, mais le parent pauvre c'est que c'est un aspect singleton. Là, effectivement, on a la moitié de la combo, on va dire, qui est en command zone. Cela dit, c'est un deck qui n'a pas de plan B. Si jamais on t'exile ton dragon ou il se passe quelque chose, tu as vraisemblablement perdu cette partie de Magic. Et c'est un deck qui, une fois de plus, tombe dans la catégorie des combos, qui du coup n'est pas une partie très représentée dans le format. Et Stickfinger, il me semble que c'est aussi à peu près aux alentours de 1 ou 2% du méta. 1 ou 2%, c'est comme Lightpower. Ouais, on est dans ces zones-là. Je comprends une fois de plus la frustration de jouer contre Sticky Finger. Je comprends aussi que, comme tous les decks combos, il faut un peu faire ses devoirs à la maison, hein. Voir quels sont vraiment les points faibles du deck, quels sont les moments clutch, quand est-ce qu'il faut interagir. Je vois encore trop de gens qui tuent par exemple le dragon en réponse au premier tutor. Ah oui, là, le joueur peut tout à fait s'adapter. C'est un cas évident, bien sûr. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est ce que j'ai encore vu ce week-end. Par exemple, d'un joueur qui est ragé pour rien faire, je dis bah si t'attendais qu'il fasse swing 9, t'avais gagné cette partie. Tout ça pour dire ça. Mais pour moi, du coup, c'est pourquoi j'ai autant détaillé cette combo avec le dragon et une elfe, c'est pour insister sur le fait que c'est une dragon qui du coup va prendre removal et va avoir un moment faible, une clé de voûte assez faible où il pourra assez peu se défendre et qui va du coup hold sur la principale interaction du format. J'ai pas l'impression que cette combo soit gênante. J'ai envie de garder les combos dans le format, surtout des combos qui sont faibles sous plusieurs angles. Pour moi, si intervention il doit y avoir, ce serait plutôt sur Sticky Finger. On s'est pas du tout concerté avec Flo là-dessus, je sais pas du tout ce qu'il en pense, donc s'il te plaît, contredis-moi, c'est toujours intéressant d'apporter de l'eau au moulin. Moi, le raisonnement initial que j'avais eu à ce sujet, et c'était quelque chose que je défendais à titre perso depuis quelques mois. Le deck me semble un peu limite, mais je respecte tout à fait les arguments actuels qui mentionnent que le jeu n'est pas joué, n'est pas représenté. En fait, les gens à l'étranger, lorsqu'on sort du prisme franco-français, ils ne savent pas que le deck existe. Bon, très bien. C'est pas du tout ce qu'on vit en France, c'est pas du tout ce qu'on vit dans le Sud-Est. Je suis toujours le Sud-Est, ouais. C'est une purge à vivre. Malgré tout, je me suis fait la réflexion, quel est le souci dans ce jeu ? Et je me suis posé la question au tout début, qu'est-ce qui se passerait si on échangeait le dragon avec le démon qui faisait Demonic Tutor en arrivant au jeu ? Ah bah ça c'est plus du tout la même Voilà, chose. et là j'en suis arrivé à ça ne marche plus du tout, c'est beaucoup trop long. Est-ce que de fait, véritablement, le problème c'est le général ? Le point qu'a soulevé Florian qui est extrêmement important, c'est que pour moi un jeu combo c'est une association de plusieurs cartes. Le problème dans ce jeu, c'est que le fait d'avoir son général en command zone transforme cet aspect combo association de plusieurs cartes à je joue mon général et je joue une seule carte de mon deck, soit un spell de réanimation. Je trouverais ça de fait totalement légitime de bannir le général et j'aurais aucun problème là-dessus. À titre personnel, je me demande aussi sur la logistique des parties si le dragon il a véritablement sa place dans le format ou sur un aspect plus simple, est-ce que c'est véritablement Soinalf le problème ? Soinalf, ça ouvre cependant des jeux comme Cornelia, un jeu Grixis combo, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un jeu combo qui nécessite pas mal de choses en place pour pouvoir partir. De fait, je garderais plutôt Soinalf dans le format, et à partir de là, à mon sens, le choix serait entre le dragon et le général. C'est vrai que le consensus, ça a l'air d'être plutôt le général, chose que je peux concevoir, et je me battrai pas tellement sur ce point-là. Je vais me permettre de relever des arguments qui viennent du chat, hein, puis que aussi un des arguments que j'aurais sorti moi. On parle du fait que c'est des angles attaquables, mais le deck pack quand même quelque chose comme une vingtaine de discards, ce qui rend le fait d'avoir ces cartes dites de side de façon très limitée. On les veut en main de départ, le problème c'est que si on les a en main de départ, on a de grandes chances qu'elles sautent. Donc protéger ces pièces de hate, ça devient beaucoup plus complexe. Ce serait comme amener le fait de dire que c'est facile d'attraper tel deck, il suffit d'avoir ça en main de départ. C'est plus complexe que ça. L'argument par contre des decks de taxe, des decks qui sont beaucoup plus rares, comme avec des cartes comme avec Talia, ou s'attaquer avec la mana base, comme avec des cartes comme Blood Moon, puisque Stickfinger pack beaucoup de cartes de land qui fait du fast mana. Ça c'est des choses qui sont recevables, mais les gens jouent vachement moins de mono white, et ça j'en sais bien quelque chose.
Et donc, vous êtes conscient que Stickfinger, il est sur le fil. Maintenant, à voir comment les gens vont s'adapter. Et surtout, le deck est tellement peu joué au final que c'est très bien d'avoir pris en compte la vie internationale. On est un petit groupe de Français qui prenons des décisions et on s'est dit que pour prendre les meilleures décisions possibles, on s'appuyait sur les retours d'une communauté plus globale. Et littéralement, l'ensemble des communautés non françaises ne voient pas de souci au deck. Est-ce que maintenant, il serait légitime de véritablement passer en force sur toutes leurs décisions? Je me suis dit, et dans le passé, j'ai plutôt justement suivi l'avis de ces communautés internationales, que ce soit pour des décisions comme, entre guillemets, ban partner ou ban Raffine. À titre personnel, moi, faire partir que Raffine, ça ne m'allait pas trop. Je pourrais peut-être remporter Stickfinger aussi, mais je trouvais ça légitime de dire que la carte est extrêmement limite et beaucoup trop forte. Et les communautés internationales, elles, par exemple, ont fait véritablement pression là-dessus, ont signalé ça, et je pense qu'il faut savoir les écouter. Là, on est dans une situation où les rôles sont un petit peu inversés, et de fait, je poserai cette question au chat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut véritablement passer en force? Est-ce qu'il n'y a que nous qui avons raison? Est-ce qu'il n'y a que nous qui vivons ça? Je pense qu'en France, dans un tournoi, c'est extrêmement rare de jouer contre 2 Old Stickfinger dans le même tournoi. Pour l'instant, c'est, je crois, du jamais vu. Le jeu est vraiment très très peu représenté. Sur des tournois à 100-120 joueurs, il y en a peut-être 2 exemplaires, 3 exemplaires au maximum dans la salle. On n'a pas encore de tournoi où les 3 exemplaires ont fait top 8. Tous ces éléments-là nous ont mené au bilan de « ah, c'est pas maintenant ». Et à nouveau, on a d'autres priorités à côté. On n'avait pas envie de faire un passage en force là-dessus. Et pourtant, à titre personnel, je suis un défenseur du ban Old Stickfinger. Mais malgré tout, je comprends tout à fait la cohérence qu'il y a eu sur cette décision globale. Et je suis d'accord avec cette cohérence au global, quoi. Après, pour apporter un petit peu de perspective, il y a eu hier la première perf de Old Stickfinger à l'étranger d'importance aux Philippines, avec sur un tournoi de plus de 100 joueurs, un top 8. C'est le premier depuis que le deck est sorti. Donc peut-être que ça va lancer quelque chose. Faut voir que les communautés étrangères sont pas en retard. Eris, ils ont pris le pli comme nous. Ils le pli partout comme nous. Les Stickfinger, pour l'instant, c'est le grand absent. Et là, hier, aux Philippines, premier top 8 non francophone de Stickfinger. Donc peut-être que voilà, le deck va enfin avoir sa reconnaissance, perfait à juste titre. Et là, effectivement, même si je le défends, je suis d'accord qu'une moitié de combo en command zone, c'est un peu beaucoup quand même. Je vais aller chercher un message de Watanabe. Mais du coup, est-ce que l'initiative peut aussi sauter? Je suppose que c'était un peu ce sous-entendu là. En mettant en parallèle les autres formats Eternal. J'avoue que je suis pas au courant que les autres formats ont banni l'initiative. Il y a Wild Plum Adventurer qui avait sauté de mémoire. Je pense que ça date juste de celui-là parce que derrière il y a la question suit sur Wild Plum Adventurer. Donc, Alors, oui, Wild Plum Adventurer, c'est une carte qui est forte. C'est la carte la plus forte de la mécanique initiative. Après, c'est pas parce que Wizard fait un ban dans un format qu'on va s'aligner systématiquement. Là, on a fait pour les attractions, c'était un peu différent. C'était une mécanique pas élégante, d'un set très particulier. Ça veut pas dire que, je me répète, on va s'aligner systématiquement à ce que fait Wizard pour toutes nos annonces, même si on s'est aligné sur celle-là. White Plume, c'est une carte qui est souvent discutée au sein de notre équipe. Mais pour l'instant, elle passe le cut, on va dire. On a l'impression qu'elle est en haut de votre liste des cartes que vous regardez, quoi. C'est une des cartes qui revient le plus souvent. C'est un global, je pense que ça répond à un oui-non. Oui-non peut-être. Y aura-t-il une annonce en mode emergency avant la MagicCon ou avant la CDF du coup? MagicCon, je pense que c'est une mauvaise idée, sachant qu'il y a peut-être des gens qui vont faire le vol depuis je sais pas quel endroit de la planète pour venir. Si on leur dit 2 jours avant que le lundi pour le vendredi que en fait faut changer de jeu, ils vont pas être très contents. Mais voilà, j'attends votre retour là-dessus à ce niveau-là. Est-ce que vous ça semble faire partie du package Modern Horizon Assassin's Creed qui sortira? Il y avait 2 questions, c'est 2 personnes différentes, mais je la mets en même temps parce qu'en fait ça. Est-ce qu'il y a une annonce potentielle la veille d'un énorme tournoi mondial ou européen? C'est ce qu'on va répondre maintenant pour gagner un peu de temps. On ne s'interdit pas la possibilité de faire une annonce fin juin si on a un accord entre les communautés françaises et internationales, un consensus sur certaines cartes. On va pas faire un move par rapport à la CDF, bien que je trouve cette initiative très louable. Je me répète, on n'est plus un format francophone.
Par contre, effectivement, si l'ensemble des communautés s'accordent sur des cartes problématiques, ne s'interdit pas le droit d'intervenir fin juin. On conserve malgré tout un élément très important qui fait qu'on est tous ici. Wizard édite des nouvelles cartes, c'est pour que tout le monde puisse en profiter ou en tout cas jouer avec. Ouais. D'où la mention de Florian par cette temporalité de fin juin. Mais ouais, c'est très important. Wizard imprime des cartes, c'est intéressant de jouer, de confronter le format à ces cartes. Il y a des fois des trucs qu'on aurait banni tout de suite. On cite souvent le cas de l'Evol parce qu'il essaie l'emblématique. On s'est dit c'est très problématique finalement. Ça. Heureusement qu'il y avait Alexandre Habert 10 ans plus tard qui est arrivé, mais ça n'a jamais vraiment été exceptionnel. C'est toujours intéressant quand même de fronter les cartes à la réalité du terrain. C'est-à-dire si certaines cartes sont très au-dessus du lot et qu'on a un consensus, je me répète, on se garde pas la possibilité de bouger. On se garde la possibilité de bouger. Au vu des retours de le chat, on n'est absolument pas en train de dire qu'une annonce aura lieu fin juin. On est en train de dire qu'on ne s'interdit pas une annonce fin juin, ce qui est complètement différent. Je vois 2 messages dans le chat, il y en a un qui est en train de dire est-ce que Nadu a déjà été discuté? On va arriver dessus. Oulala, Nadu, c'est un problème. Et puis juste à côté, on voit oulala, mais une annonce fin juin, mais comment on va faire pour préparer la CDF? Enfin, il va falloir choisir. C'est pas possible, c'est pas concevable de se dire on n'est pas d'accord avec le principe même d'un TCG, c'est-à-dire le print et la création de nouvelles cartes et le fait de jouer avec ces nouvelles cartes. C'est impossible d'aller à l'encontre de ça. Et c'était un peu la question de Varal, de prendre une décision de cartes qui n'existent pas encore pour se dire faisons comme si elle n'a jamais existé et imposons ça à littéralement toute la communauté du format. C'est pas possible. À nouveau, ce sont des ressentis personnels. Ils ne sont pas partagés par tout le monde. Et ce tout le monde, c'est pas forcément nous qui prenons des décisions, c'est véritablement l'ensemble des personnes jouant le format. Il y a des personnes qui veulent juste essayer des choses. À partir de là, de notre côté, c'est pour ça que toutes ces années, il a été mentionné que ces marchands Siban, ça n'existait pas. Là, déjà, on est en train de justement réfléchir à certains cas de figure qui ont déjà été vécus dans le passé. On garde quand même en tête cette Coupe de France. On est quand même conscient des problèmes qu'il peut y avoir avec les nouvelles cartes. Et de fait, on réalise une évolution. Plutôt de se dire non, ça n'arrivera pas comme à l'accoutumée. On est en train de dire on se conserve une légère marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, c'est donc dans un mois. Et ce sera exceptionnel au vu du set présent qui a un power bien supérieur au set standard classique ou commander classique. C'est pas quelque chose qui va être récurrent, c'est vraiment dans le cas d'un set Modern Horizon. Pour ce set Modern Horizon, les futurs, j'en sais rien, où on sera. Où on sera. Ouais. Alors, je vais parler d'autres cartes qui m'ont été remontées avant qu'on parle de MH2 hein, et on discute de l'oiseau et d'autres cartes, parce qu'il faut quand même en parler à un moment. Ça avait été abordé à la dernière banlist, la carte Dream Hall. En l'occurrence, ça s'est fait assez discret, les decks Fatraxa autour. Est-ce que ça traîne encore? Est-ce que c'est fine? Alors ces decks ont été pas mal étouffés par Iris, il me semble. C'est ça. Qui a été pas mal. C'est pas mal compliqué de jouer des sorts à 5 et 7 mana face à un shell relativement en tempo avec beaucoup de soft counter et une pression. Dream ça existe depuis c'est légal dans le format depuis la création du format. Et c'est avec l'apparition de la Traxa effectivement que la carte a commencé à gagner un peu en popularité. Il y a eu des essais avec Nimizet qui n'étaient pas extrêmement concluants, même si aujourd'hui peut-être que le shell est un peu plus fort. Il y avait The Wandering Maestro Wanderer qui avait introduit la carte au tout début du format, mais on l'a oublié. Il y a Tiamat aussi évidemment. Oui, bien sûr. Tiamat, pour moi, Dream Hall Tiamat c'est fine dans le sens où Dream Hall, il n'y a pas. Alors certes, on a une partie de la combo qui est en command zone, mais les effets pour trouver Dream Hall sont bien moins fréquents. Enfin, les Dream Hall sont bien moins présents que les réanimateurs dans un deck. Et surtout, ça contraint un peu beaucoup de boules noires, hein, ce qui est un peu le principe d'un deck combo qu'on ne trouve pas pour OSF si vous voulez finir la comparaison.
Donc Dreamwall Tiamat, pour moi c'est fine, hein. On n'a pas le droit, on va pas interdire toutes les combos une à une dans le format. Dreamwall Atraxa, où c'est un petit peu plus gênant, c'est que c'est un deck qui joue pas forcément beaucoup de mauvaises cartes ou de cartes dédiées combo. Donc ça reste un shell et un contrôle relativement consistant. Et c'est l'interaction de ces deux cartes qui fait que ça explose. Après on a aussi un archétype contrôle qui est un peu à la peine, qui a du mal à catch-up avec les différentes mécaniques, initiatives ou même que sais-je encore, où le power de chaque carte édité récemment. Et il est obligé d'en passer par des interactions comme ça pour pouvoir exister, ou sinon on peut associer à AirTag et ses vagues, hein, qui sont tout aussi pas forcément plaisantes à affronter, mais en fait Control a besoin de powerplay comme ça pour exister. Donc pour l'instant, Atraxa ça commence un tout petit peu à monter avant Iris, et ça s'est un peu essoufflé avec, je pense, ça s'est essoufflé avec l'apparition du dragon, ou de l'élémental, je sais plus. Du coup on va voir ce que ça donne dans les mois à venir. Ok, très bien. La dernière carte in deck dont je veux parler, vu qu'on on a vu un grand mouvement pour ralentir les sorties à fast mana, il reste un des fast mana les plus emblématiques de Magic dans le format, qui est Messe Noire. Est-ce que cette carte qui permet de... on se souvient des TV de T4 ou des Fatraxa T5, ça reste un fast mana par contre qui est assez clé pour les decks combo. Est-ce qu'il a une sorte de totem d'immunité ou juste il est là et on le laisse? Effectivement, dans ces derniers temps, ces derniers mois, le fast mana a été pas mal affecté au niveau de l'annonce. Reste encore la réflexion sur les guides spirituels. Là, on est dans une situation où Messe Noire propose une accélération de 2 mana qui agit soit dans Atraxa, soit dans des jeux combo noirs, ou même dans des shells noirs contrôle. Et effectivement, le bilan global, c'est ça triche avec la mana. C'est une carte qui rentre totalement dans la catégorie des cartes qui pourraient être bannies de par leur puissance et de par l'impact que ça a sur les games. Bon, je pense notamment à Mono Noir où ça fait un décalage un peu plus fort qu'avec Atraxa. Dans Atraxa, c'est vraiment un spell de rampe et ça donne un certain aspect de surprise. Pour le coup, c'est une carte qui a déjà été mentionnée entre nous, on en parle. Malgré tout, c'est difficile de trancher entre les guides spirituels et Messe Noire. Est-ce que les trois apportent quelque chose de bénéfique au format? Est-ce que les trois sont plutôt à ignorer? Est-ce que Messe Noire, c'est celui qui fait 2 mana et de fait, c'est le plus fort? On n'a pas en tout cas rencontré de problématiques très fortes avec Messe Noire. Disons que dans la situation de Atraxa, peut-être que c'est plus Dreamwall qui poserait un souci en termes d'accélération. Et comme l'a mentionné tout à l'heure Florian, ça reste un rituel à 5 mana. Et de fait, en l'état, il est bien là où il est. D'accord, très bien. Ouais, Messe Noire, ça fait partie aussi du format depuis très très longtemps, à tel point qu'on est accoutumé. C'est juste que les sorties très accélérées, notamment le ramp avec Fatraxa dernièrement, ça a été assez remarquable. Ouais, ça fait plus un power play qui a de l'impact sur un tour pour le coup, là où Lotus Petal ou les guides sont plutôt joués en early. Ouais, puis Lotus Petal, c'est une pièce de combo aussi. Et c'était aussi une pièce de combo. Mais jouer en early, ça a un impact d'avoir, je pense notamment à ce qu'il faut de tour 2 malgré Elfe géré, ou en tout cas un power play d'early va avoir beaucoup plus d'impact dans la partie qu'un power play de mid ou de late game pour le coup. Et on ne voit pas trop de Messe Noire early pour le coup. Très bien. En ce qui concerne les cartes dans le deck, vous avez déjà abordé un bon nombre de points. Donc moi, cette partie-là va être finie. Et je vais vouloir passer à la partie MH3. On va parler des cartes qui font beaucoup parler depuis les gens qui tiennent plus en place depuis 20h10. Donc je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, on sait très bien que vous ne prendrez pas de mesures vis-à-vis des cartes qui ne sont pas sorties. C'est logique. Ça n'existe pas, donc je ne peux pas agir dessus. Toutefois, est-ce qu'on a au moins un point de vue, une projection qui a été faite? Alors j'ai une petite sélection, notamment. Je vais commencer par l'oiseau Nadu, Winged Wisdom, qui est une 3-4 vols pour 3, qui a un wording assez surprenant.
Donc la carte, elle est à peine sortie, qu'il y avait déjà 4 ou 5 decklists avec des possibilités de kill T4 dessus. Évidemment, ça demande un setup. C'est bleu-vert, encore une fois, une command zone simic. Quel est votre avis sur cette créature avec une capacité pour le moins très très value? Alors effectivement, ça rejoint les commandes zone simic avec il y a un très fort potentiel. On en a connu d'autres dans le format. Donc effectivement, on va pas agir sur des cartes qui ne sont pas print. La carte a très peu de défauts, hein. Elle est overstatée, donne une capacité à toutes les créatures sur et les capacités et les spells, que ce soit et l'adversaire et vous. Enfin, il nous fait un sans faute, on va dire, sur ces lignes de et les terrains arrivant en jeu dégagé, pour ajouter un peu l'insulte et l'injure. Oui, cette carte est très très forte. Beaucoup d'interactions qui ont été trouvées, que ce soit des shells à l'urène, des shells avec des équipements à 0 mana, tout ça. Il y a plein de possibilités pour en abuser. Un shell bleu-vert qui n'a pas de commande zone à l'heure actuelle, mais chaque fois qu'il y en a une, elle finit à la porte, la plupart du temps. On va voir ce que les gens vont builder avec. On va voir comment on va pouvoir s'adapter à cette carte. Vous devriez avoir de la data. Vous devriez avoir de la data avec un tournoi à Caen, un tournoi au ZAP. Il y a aussi la Magicon Amsterdam. Donc on va voir la carte, ça c'est sûr. Il y a le Relic Fest aussi dans le Et sud. oui, pardon, le Relic Fest aussi. On peut pas être partout en même temps. Mais pour ne parler que des tournois francophones, je suis moins au courant des tournois à l'étranger, c'est pour ça qu'on a des consultants. Et on devrait avoir de la data normalement rapidement. La carte est connue, hein, elle a été spoilée hier ou avant-hier, tout le monde en parle déjà, donc si les gens veulent passer au niveau 2 et commencer à s'adapter, ils peuvent dorénavant réfléchir parce qu'on sait que ça va être rejoué. Quels sont les angles d'attaque? Je sais pas. Un piqûre poison, ça va faire un petit peu léger pour lutter contre. Ouais, puis c'est rituel. Et en plus, oui. Il faut contrer le général avant qu'il arrive, ou détruire l'équipement en réponse, et la capa est déjà faite, quoi, donc c'est... C'est ça. Ou détruire le général en réponse à l'équipement, mais il y a solide, bien sûr. Ouais, c'est fort. On va voir comment le metagame va s'adapter ou pas. Et on va voir de quoi l'avenir sera fait. Tu veux rajouter des choses, Florian? Je pense que t'as mentionné pas mal de choses, mais en tant que joueur, je réfléchis déjà à justement ce qui pourrait interagir avec ce jeu, même si c'est véritablement pas facile. Il y a quelques solutions, ça risque de rejoindre un petit peu les cas de figure de cartes de hate qui battent OSF, c'est-à-dire avoir la chance de les avoir en main de départ. C'est des cartes, on a au moins la chance que bleu-vert a assez peu de gestion résolue. De par les structures initiales, ce jeu semble plutôt se diriger vers un jeu avec beaucoup d'elfes et très peu de contre. Mais effectivement, il y a tout de même des counterspells. Si je devais citer que quelques cartes, ça pourrait être Dranite Magistrate ou des cartes de taxe, effectivement. Mais malgré tout, c'est extrêmement difficile de contrecarrer, enfin, d'interagir avec ce plan adverse, notamment parce que cette carte, elle se rembourse elle-même. Oui. Si vous avez votre meilleur removal en main, et bien, en essayant de le faire sur le général, et bien de toute façon, le général va se remplacer. Et si on veut gérer ce qu'il y a autour, ça va remplacer aussi. C'est ça, une fois que le général est là, en tant que joueur, je me dis que ça ressemble à une des meilleures commandes zone jamais éditées. Pourtant, je pense que c'est intéressant de laisser ce jeu évoluer au tout début. Ça a, à mon sens, quelques problématiques contre les jeux combos, de par le manque d'interaction que peuvent avoir les premières listes. Typiquement, je ne pense pas que ce jeu aura un match-up positif contre Old Stick Finger pour le coup. Maintenant, contre les jeux fer, ça a l'air d'être plutôt à l'avantage du jeu bleu-vert. On est conscient des retours et des mouvements de foule que le print de ce général peut impliquer. À l'étranger, de voir les premiers retours des consultants, il semble mentionner que la carte est solide et à regarder.
Et effectivement, je suis convaincu que là, ce week-end, on a eu un énorme tournoi à l'étranger. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres dans le mois de juin. Et de fait, on aura pas mal de retours. Peut-être que la mutation de son brassier sera salvateur. Pour ce genre de Typiquement, voilà, tu mentionnes une autre carte qui marche pas mal, quoi. Pour le coup, je suis pas sûr que ce jeu bleu-vert puisse paquer beaucoup de boons. Il y aura effectivement une toolbox peut-être verte avec des choses qui détruisent des enchantements. Mais on ne constituera pas l'ensemble du jeu. Et est-ce que peut-être des jeux très contrôle comme Niv Mizzet, comme Atraxa ou comme Ertai peuvent réussir à avoir le dessus sur ce jeu bleu-vert en se concentrant sur le fait de ne pas réussir à résoudre le général? J'ai une question plus sur les joueurs que sur les membres du comité. Est-ce que sur les prochains tournois, vous allez jouer ce général? Elle est pas mal cette question. Oui. Ok. Demandez à Florian, je sais pas ce que j'ai joué la veille pour le lendemain, donc. Mais oui, effectivement, c'est fortement envisageable, oui. Ça va marrant. Ah, il faut bien tester pour comprendre. Vraiment. C'est- Exactement. c'est ça. On dit que les membres ne testent jamais, ne sont jamais en tournoi. Bah, Ouais, c'est ça. voilà. Alors, typiquement, franchement, moi j'ai bien envie de dire que j'ai très 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 rarement, si ce n'est jamais joué les généraux bannis. J'ai pas joué Rafil, j'ai pas joué Eris. Enfin, ça m'arrive extrêmement rarement, si ce n'est jamais. Là, pour le coup, la carte a été spoilée. Le soir même, j'étais en train d'acheter des cartes. Ah, c'est ça, cette Mais montée de je suis Foucault, assez là, sur- pour le coup, pour ce que ça vaut, j'ai pas pimpé, quoi. C'était une sage décision. Je vais vouloir parler d'un second candidat qui s'est fait beaucoup plus discret, alors qu'il cheat avec la taxe de commandant, donc il devrait faire hurler les foules. C'est Imskir Iron Eater. Et du coup, c'est le Rakdos Affinity pour les artefacts. Il a en plus l'audace de se faire piocher quand il est OTV. Ce que j'aime beaucoup avec ce sujet, en tout cas, c'est que tu mentionnes une carte qui a pas été évoquée pour les foules. Je discute avec d'autres joueurs compétitifs du format et ils sont en train de travailler, ou en tout cas avant le reveal de Nadu, ils étaient en train de travailler sur des généraux Ah, je cuisinais de mon côté aussi, hein, t'inquiète qui pas. n'ont pas été mentionnés. Voilà, c'est ça, et c'est là la beauté de ce format. Et Pour Et tout au vous dire, je suis final, en train de googler Imskir. Hein. Et c'est très agréable qu'il y ait ce brainstorming sur des cartes qui n'attirent pas l'œil au premier abord, et puis au final, ça devient parfois un bout de la méta. C'est vraiment appréciable. Là, pour le coup, on a un général qui fonctionne avec les artefacts, mais qui n'est pas bleu. Il y a le noir au milieu. Je ne sais pas trop à quoi ça peut mener, pour le coup. Le rouge, lui, a l'air très intéressant dans ce thème. Ils ont fait un effort pour pousser les cartes affinités autour, même ces dernières années, avec beaucoup d'artefacts noirs qui piochent, qui remboursent. Donc c'est juste que, bon, c'est un général affinité pour les artefacts, il n'y en a pas 38 000. Et celui-ci fait piocher. Mais on aurait pu s'attendre à un truc. Ils ont mis You lose X life, donc il va se faire mal tout seul. Voilà, il est presque auto-nerfé. Et c'est un peu difficile de le contrôler, parce que le fait qu'il coûte du mana, enfin une taxe, enfin un coût de mana réduit avec le nombre d'artefacts en jeu incite à jouer plus d'artefacts. Et sur le milieu fin de partie, le fait d'avoir tous ces artefacts devient presque une contrainte de par la capacité, qui va nous faire perdre plus de life. Après, en noir, il y a totalement moyen de regagner des points de vie. C'était peut-être le plan des développeurs à ce. Il y a 2-3 sorts 2EX ou autres qui font gagner des PEV, mais c'est pas la panacée. Pour le coup, je suis curieux de voir s'il y a des joueurs ou joueuses qui mènent ça en tournoi, qui arrivent à quelque chose de cohérent, quoi. C'est Mais, marrant, au début, je pensais que vous alliez parler d'Erigast quand j'ai entendu Artefact, tout ça, pas du tout. C'est Jean-Flo, c'est incroyable ce format en fait, où on flash pas forcément sur les mêmes choses, bon, à part Nado apparemment. Mais lui, j'avais raté. Hein. Mais je préfère aussi Erigast. Enfin, j'ai été plus convaincu par Erigast que. Ah oui, mais lui aussi, mais c'est vrai que j'avais. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Adjani. Alors, il y a de Adjani, la par crache. rapport à Nadu, moi je trouve qu'il y a pas mal d'angles d'attaque quand même. Hein. Certes, c'est toujours des fenêtres compliquées à voir, mais ça, enfin,
Donc la carte est forte, hein. Les builds qui perdent pas mal vont peut-être paquer on va dire des mocks fanatiques like pour s'auto-piquer le chat et pouvoir éventuellement contourner les removals adverses ou avoir un flip un peu quand on veut. Cela dit, bon, bah, une fois de plus, hein, il y a des fenêtres. Hein. Une fois que la Janny est castée et que la trigger du chat est en pile, on peut le tuer et éviter justement tous ces tricots. Ou une fois que la Janny se flippe, par exemple, bah, il va bloquer avec son chat dans le but de le flipper. On peut une fois de plus tuer la Janny et encore une fois éviter d'avoir l'arpenteur qui arrive. Là, je vois des fenêtres pour l'attaquer. Après, Du voilà, noir, c'est. du rouge et du blanc, du coup, quand c'est sur le bord, ça a l'air Mm, d'abord pas. mm. Après, voilà, c'est un drop 2, c'est 3 d'endurance et 3 de force pour de mana, potentiellement un arpenteur. Qui Avec peut une aller option vite. où on le pose juste et on tape avec et on est sur le play et c'est oppressant, non? Ça a l'air d'être un jeu quand même moins linéaire que Yoshimaru et de fait qui semble clôturer les parties moins vite. Alors, c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. La carte, en tout cas, est très solide. Comme dira Gabriel Nassif, sans doute la meilleure créature de Magic en termes de possibilités. Ça me permet de citer le grand monsieur avec le chapeau jaune. C'est probablement désormais le meilleur drop de blanc de référence qui dépasse Ouais. ce forge mystique. Mais il va falloir jouer des petits removals, des interactions. Alors là, ça existait déjà. Et on en a gagné un nouveau d'ailleurs en rouge. Donc au final, ça va forcer peut-être à avoir l'anti-bet main de départ pour un mana. C'est un peu oppressant quand même, non? Bah, je dirais une connerie, vous pourrez me citer dans 3 mois. Là, dit comme ça me semble moins oppressant que Yoshimaru. Ok. Eh bien, Parce que pareil, Yoshimaru, si t'as pas l'anti-bet à un mana, c'est compliqué. je me permets quand même de rappeler qu'il y a d'autres chats que le token qui peuvent rentrer dans le deck, même s'ils sont pas incroyables, il y en a d'autres. Ils sont obligés de paquer Lion des savanes, ça me va. Ça reste une 20 pour 1, c'est agressif. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Autant en Adu, par exemple, j'étais très très impressionné. J'ai du mal à voir les failles, hein, ou comment l'attaquer, à part effectivement le counterspell. Autant à Janny, j'ai l'impression qu'on peut tricoter un petit peu. Je peux pas dire que c'est nul, hein, mais j'ai l'impression que je peux me battre, quoi. Je peux trouver des Le angles de fil d'Adjani, il est quand même broken. Hein. Enfin, sur le 0 qui génère une créature et qui fait le mini Lightning Helix. Mais du coup, ce que tu veux dire, c'est que il faut l'attaquer avant, quoi. Sinon, c'est. Peut-être de façon assez incroyable, on me le souffle dans l'oreillette. Pour les miroirs de Yoshimaru, peut-être qu'un swap Adjani sera quelque chose de beau dans le format. Peut-être le retour de Kelsien pour pinguer les 2-1 aussi. Comme ça mange les foot avec. On pourra voir quelques cartes émerger, comme les Rimwall rouges qui vont aussi sur les Planeswalkers, ou je pense à Strangle, qui est loin d'être une mauvaise carte, mais qui est affreusement sous-jouée dans le format. Bah, il y a la version éphémère qui sort là. Et il y a alors effectivement, il y a un upgrade incroyable qui sort dans l'état avec MH3. Donc c'est vrai que ça offre au jeu rouge 2 Strangle. En tout cas, voilà, c'est une carte qui est plus facile, un peu plus facile à gérer que Nadu. Alors je sais pas si toute l'extension a entièrement été révélée. Et tout a été leaké en tout cas, je crois. J'ai vu un post MTG Spoil comme quoi il y avait un lien. Ah oui, il y a eu le visual spoil. Bah, à 18h07, l'intégralité de l'extension a été leakée. Bah, voilà. Est-ce que tu vois d'autres cartes qui impacteraient le format Alors, oui, attendez, on va quand même en parler. Les free spells. Avant que. Est-ce que c'est fine? Ils ont quand même un coup. Et il y a aussi Winter Moon et la baguette qui empêche de caster sa CZ en flash. Je veux absolument parler de la baguette. La Disruptor Flûte qui a le flash qui, quand elle arrive en jeu, on nomme une carte et que les sorts choisis coûtent 3 de plus à jouer et les capacités activées de la carte ne peuvent pas être activées à moins qu'elles soient des capacités de mana. Cette flûte me fait parfaitement penser à Opposition Agent ou à son pote le 1-4 flash qui dit à la fin du tour tu peux jouer Aragorn en flash. Ah oui, je vois. je vois le truc bleu là, que personne ne joue. Voilà, typiquement c'est très bien quand ça se passe comme vous l'avez prévu. Et puis, ça fait quand même du hein. Ça va. Alors c'est vrai. Et dans les vrais games de Magic, bah, ça fera pas grand chose. En fait, alors c'est vrai que c'est une carte qui peut être souple, qui peut être intéressante, mais contre certains jeux, elle ne fonctionne pas. On n'a pas toujours envie de dépenser une carte pour taxer une autre carte adverse de 3 mana, selon le jeu qu'on a. Dans les jeux agressifs ou les jeux mid-range, c'est une carte qui n'impacte pas le board. Ça résout pas forcément des problèmes posés. C'est une upgrade à des cartes qui existaient déjà.
c'est mieux que des cartes qui existaient déjà, donc. Et de là à ce que ça soit une des cartes broken du format, je ne pense pas, et je pense qu'elle finira comme ce cher agent de l'opposition, Merci bien. Ça me rassure. c'est-à-dire à la poubelle. C'est vilain. Très rapidement, il y a deux cartes qui touchent la mana base. Donc il y a le nouveau Magus bleu of the Flood, of the Tide, je sais plus comment il s'appelle. Et il y a la sorte de Winter Orb, donc Winter Moon, qui touche que les terrains non base. J'ai l'impression qu'avec l'abondance de cartes qui touchent au mana base multicolore, on s'éloigne très loin du débat où on trouve que genre, Blood Moon c'est OP. Si Wizard nous en sort 2 par an, en fait, on va. Enfin, vous pouvez pas lutter contre le flot de cartes en fait. Il y a au moins une de ces cartes qui est presque inespérée. Je suis très curieux d'avoir le retour de Florian, où j'ai déjà entendu cette discussion au sein du comité. Ça serait pas mal qu'on aide les jeux monocolores. Et puis Wizard, il nous sort Winter Moon. C'est presque un Moon mieux dans que... Non, hein. Il y a Moon, il est acheté déjà. Hein. C'est vrai. C'est beaucoup mieux qu'une annonce de ban ou de déban. C'est une carte qui a de très gros défauts, qui risque d'être jouée dans des jeux qui ne sont actuellement peu ou pas présents, qui est impitoyable dans le format, qui peut aussi ne rien faire selon les games qu'on va jouer. Ça ressemble à une carte... Alors, ça va être extrêmement frustrant comme carte, mais ça ressemble à un très bon ajout dans le format, pour le coup. Ouais. Se permettant de fait à améliorer tous les jeux qui ne sont pas du tout tier 1. De fait, je la vois comme une carte très positive. Moi, ça va desservir surtout les plans de jeu qui peuvent aller la trouver aussi. Donc, ça va être une carte de niche qui va aider les monocolores. Et c'est une bonne chose. Peut-être inciter aussi à jouer des jeux bicolores Avec un avec plus de beaucoup de basiques, mais qui ont des moyens d'y accéder. Je pense aux jeux bleus qui peuvent tuto. Ou, ça peut ouvrir en tout cas des possibilités, c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, ça fait quelque chose qui n'existait pas. Je suis content qu'on ait des cartes qui aient de l'hypo, parce que quand même... Pardon, c'était une bouteille. Je l'ai. Alors, le Magus bleu. Bleu pour gérer une créature, par contre... Alors, Magus, c'est compliqué, non? Pour le coup, je vais vite laisser Florence s'exprimer, mais je pense qu'on sous-estime tous à quel point cette carte va changer notre façon de jouer. Ah ouais, elle est incroyable, cette carte. Je me suis déjà fait attraper plusieurs fois dans des parties de test où j'ai un fetch rouge en main, je me dis, pas la peine, hein, et je prends Magus bleu, je fais pas chercher cette contact de base, c'est très gênant. Ce sera peut-être moins fort en Legacy parce qu'on peut pas le faire tour de qu'une ancienne tombe-like. Mais oui, dans notre format, il va être très méchant parce que va être très compliqué d'interagir avec une fois qu'il est un peu plus dur à splasher ou évidemment hein, à cause de la double colorité. Hop, à cause du côté que ce soit fait que ce soit double coloré. Oui, ça va impacter énormément notre façon de jouer. Je pense que ça va être une des cartes qui va vraiment changer le format. Et aussi, les mana bases vont être beaucoup plus au cœur du sujet. Hein, parce que alors, on vient d'enlever Iris, mais un deck bleu-rouge qui va paquer Blood Moon, Magus et celui-là, va falloir... les débuts de partie, ça va être fetch basique ou rien. Hein. Donc non, c'est intéressant. Ça va donner une autre approche pour les plus anciens où on faisait plus attention à cause de Westland à notre mana base. Donc, moi, ça, et aussi il y a des nouveaux fetch à basique qui ont été spoilés pour les tricolores. Ils m'ont l'air relativement raisonnables. Ils sont ok. Pour le coup. Ouais, c'est envisageable de les jouer, je pense. C'est une question de Zoos qui dit avec un power level continuant d'aller vers le haut, ne serait-il pas temps de relâcher des monstres de la banlist pour concurrencer des contenders actuels? C'est plutôt en gros, plutôt que d'essayer d'enlever le plus de trucs possible, en plus là il y a quand même pas mal de choses qui arrivent dans MH3. Est-ce que vaut mieux pas ouvrir un peu les vannes pour équilibrer l'ensemble? Pour moduler un peu le contenir un peu MH3, j'ai l'impression, alors bien sûr à part les quelques cartes dont nous venons de parler, que c'est plus des builder hands qui ont été proposés que des cartes avec un raw power très puissant. Le plus d'entre moi, n'hésitez pas à faire des shorts par rapport à ça, hein. Mais j'ai l'impression que le power général est un peu plus faible et c'est des cartes plus complexes et plus builder hand. Donc pas forcément une énorme élévation du power level du format, même s'il y a des très bonnes cartes, hein, on vient d'en citer quelques-unes.
Après, moi j'ai toujours l'impression que la restriction entraîne la créativité et que si on relâche trop de cartes, on va avoir 3 decks qui vont se battre les uns contre les autres et peu de possibilités d'aller vers les sentiers battus. Moi je suis pas favorable, je me répète à chaque fois, j'ai l'impression, mais je suis pas pour avoir la banlist la plus courte possible, c'est pas du tout un objectif que j'ai. D'ailleurs, cette banlist n'est pas particulièrement longue par rapport aux autres formats éternels. Je répète encore, je suis désolé. Mais effectivement, il y a des cartes qui pourraient être des bannies. Des cartes qui, je pense, vraiment sont trop faibles. Honnêtement, on ne passe pas beaucoup de temps à le parler, parce que, comme l'a dit Florian à plusieurs reprises, et je suis d'accord avec lui, on a beaucoup de taf en ce moment, et ces cartes trop faibles qui vont pas impacter le format, oui, on prend pas le temps d'en discuter, parce que de toute façon, qu'elles soient bannies ou débannies, ça n'impacte pas. On a pas mal de retours des communautés étrangères demandant des unbans de certains généraux. C'est des choses qui peuvent arriver, qui pourraient arriver. Mais à nouveau, ça a toujours été des moves faits avec beaucoup de minutie. Parfois qui furent positifs, parfois non. C'est très difficile à prévoir. Parfois, ça peut complètement être inutile. Ça va servir à rien, ou à l'inverse, ça pourrait être un monstre de plus qui au final est toujours autant déséquilibré. Tout ça pour dire que on n'oublie pas cette volonté-là. Les consultants étrangers nous mettent la pression, et même en interne, les avis sont très partagés, juste pour des manières des généraux. Mais l'idée reste tout de même d'avoir de la cohérence, et là en ce moment, les priorités sont bien ailleurs. Quand même, hein, pour ceux qui disent que le comité n'a pas trop réagi, que Marat a quand même rejoint le format et que beaucoup de gens avaient levé les boucliers. Le deck est présent sans être oppressant. Aitide est revenu, on a tous eu peur pendant un moment. C'est là, mais sans être là. C'est un processus qui prend du temps. Et à titre personnel, en tant que joueur, je préfère un truc qui a pris du temps à venir que quelque chose qui a été libéré sous la pression. Voilà. Ça serait pas concevable de se dire allez, tous les 6 mois on essaye un truc, on débanne et puis on voit où ça mène, quoi. Ça n'aurait pas de sens, quoi, pour le coup. Genre Tassigur, c'est pas pire que Eris, quoi. Genre c'est ce genre de réflexion qui reviennent très souvent. Et moi je comprends que des joueurs veulent revoir leur command zone qu'ils adorent, ou des cartes qu'ils adorent aussi. Et j'en suis bien le premier chagriné, hein. Diada, tu me manques. Et mais je sais très bien que c'est pas concevable. Donc surtout avec le rythme d'édition de Wizard à l'heure actuelle. Le double de cartes en 2 ans. On prend. C'est abominable. C'est pour ça, je rejoins ce que dit Florian, on peut pas se permettre de faire de l'expérimental quand le format prend 300 cartes tous les 2 mois, quoi. C'est peut-être une solution de facilité, c'est vrai, mais on essaye plutôt de dépenser nos efforts ailleurs sur ces nouveautés qui arrivent sans cesse. Typiquement, on est en train de discuter ce soir autour de cartes de MH3. On est presque en train d'oublier que dans 1 mois sort Assassin's Freeze, avec des cartes qui seront possiblement pour le format, quoi. On a déjà vu une CZ qui one-shot, c'était à 10 PV. Bon, on verra. Et je me permets juste un tout petit aparté. C'est quelque chose que vous avez réalisé il y a un moment, que les gens ont oublié, mais on a milité très longtemps pour le ban de Breach. Et maintenant que Pétale n'est plus là, la carte est jouée dans les decks et tout va bien. Donc comme quoi, ça peut marcher. La carte est encore là et au final, et les decks qui tuent avec Breach existent encore, avec l'approvisionneuse et Full Shell. Donc combo existe encore et Breach aussi. Cormella, ouais, on en parlait. Et Cormella, effectivement, avec Soinaf. Mais... Il y a un trick de règle légendaire, mais... C'est ça. Alors, les Peel Breach, c'est plus High-Tide Frantic Search, mais ouais. Ah oui, celle-là, oui, ok, oui. Bon, on n'a pas croisé les mêmes joueurs de Cormella, mais d'accord, pas de soucis. En plus, c'est des boucles intéressantes, c'est non déterministes, c'est compliqué de savoir comment partir. Bon, bien sûr, des fois on a tout, mais on doit, à la mesure de ce qu'on pioche. Eh bien, écoutez, moi j'ai fini, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce soir. J'espère que j'ai pu en battre le maximum de questions qu'on m'avait données. Quid d'Inside en Duel Commander. Ça fait longtemps, on l'avait pas eu celui-là. Les joueurs compétitifs en rêve. Maintenant, imaginez-vous, vous prenez votre deck devant vous, vous jouez contre, vous établissez 3 match-up,
et vous vous demandez quelles sont les 5 meilleures cartes à sortir dans ce match-up après la game 1 et vous lancez un chronomètre. Et vous prenez la meilleure décision possible. Il y a ça. Après, il peut y avoir, on a déjà parlé, des solutions de contournement avec un side additif, mais est-ce que se retrouver avec un deck de 150 cartes, c'est quelque chose d'envisageable? Non. Il y a peut-être d'autres solutions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire, hein, qui peuvent être envisagées. Mais Jean-Florian, déjà les parties sont très longues, il y a beaucoup de draws. Là, j'étais encore un tournoi ce week-end, je crois qu'il y a eu de l'extra time de 15 minutes. Ça prend du temps aussi, hein. Non seulement la décision est compliquée à prendre, mais le temps que ça va prendre va être très complexe. Les parties sont un peu plus longues en DC vu qu'il y a un peu plus de ressources le tour zéro. Voilà, faut que la partie se clôture en 55 minutes, hein, comme dans tous les autres formats. Et c'est pas possible de faire des tournois sinon, donc c'est compliqué de rajouter un side. Et je tiens aussi à souligner que le side ne résout pas forcément les problèmes contre combo, hein. Quand on regarde les autres formats de Magic, dans leur side, ils n'ont pas 15 cartes anti-combo, hein. C'est relativement équilibré entre les différents archétypes. Et il faut aussi voir que combo lui aussi pourra sider, hein. Par exemple, je dis n'importe quoi, OSF pour enlever ses anti-bêtes contre contrôle ou en rajouter contre aggro pour aussi se faciliter la vie. C'est un cas assez facile à appréhender. Sur ce, eh bien, je pense que c'est à moi. Dimir, est-ce que tu as quelque chose à dire? Une dernière question, un mot de la fin? Non, puis bah, au mot de la fin, bonne chance, messieurs du comité, pour ce mois très mouvementé qui arrive. Je me ferai un plaisir de jouer tous les trucs les plus pétés pour essayer de les pousser vers la porte avant la CDF. Voilà, et je pense que beaucoup de gens le feront aussi. Donc je vous souhaite beaucoup de chance, et puis un bon mental d'acier aussi, au vu de ce qu'il y avait déjà dans le chat aujourd'hui, ça doit pas être facile. Merci pour l'invitation. Et je veux juste vous rappeler qu'il y aura une petite présentation qu'on va faire lors de la CDF avec quasiment l'intégralité des membres du comité. Il me semble entre le samedi et le dimanche, comme l'année dernière et comme il y a 2 ans. Donc si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, ce sera peut-être l'occasion. En tout cas, on a hâte de vous rencontrer et d'échanger avec vous en direct. Merci à vous en tout cas d'être venu. Je rappelle le sondage qui disait que 6% de gens étaient déçus, 20% étaient contents et 73% du coup trouvaient qu'il manquait des choses. Donc peut-être que l'annonce de juillet comblera les attentes de ces derniers. Merci Mundus, Florian et Dimir d'être venus ce soir. Toujours agréable de vous avoir et merci à toi Dimir d'avoir accepté l'invitation pour venir parler aujourd'hui. Et puis voilà, il y aura peut-être un débrief avec Zoz le dimanche prochain. D'ici là, eh bien, les chroniques, vous les retrouverez le week-end prochain du coup à Tours pour caster du Duel Commander, pour changer de format, tiens. Et puis du coup, on espère que ça se passerait bien pour nous. N'hésitez pas à venir faire un coucou à toute l'équipe. Dimir sera là, si je dis pas de bêtises, oui, en plus, en train de s'essayer à plein de choses, je crois. On verra. Vous allez me croiser, oui. Sur ce, rendez-vous fin juillet pour la prochaine annonce. Bonne chance à ceux qui vont faire la MagicCon et Châteauroux. Et puis voilà, et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.